Je suis très heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Grand Entretien sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Pourquoi la République démocratique du Congo peine à attirer les investissements étrangers, et cela malgré les efforts déployés depuis plusieurs années maintenant par l'État congolais en général, le président de la République notamment, les ministères et toutes les agences d'exécution rattachées à différents ministères. Pourquoi les investissements n'arrivent toujours pas en RDC ou peut-être à compte-gouttes? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Quelles sont les failles ou est-ce que la RDC a failli pour que ces investissements justement se fassent aussi rares dans le pays de Félix Tshisekedi? Et pour en parler aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir quelqu'un qui se connaît très bien dans le domaine. Il s'agit du professeur Stéphane Mortier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'université, mais aussi et surtout secrétaire général de l'Institut africain de la réflexion stratégique. Bienvenue sur Ecofin Télévision. Merci. Merci beaucoup. Alors, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, il est très important puisque c'est lié aux investissements étrangers en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, depuis même, on va dire, l'arrivée de Félix Tshisekedi, l'actuel président au pouvoir. Plusieurs actions ont été entreprises pour pouvoir attirer les investissements en RDC, mais ça vient au compte-gouttes. Alors, à votre point de vue, quelle est tout d'abord, pour commencer, votre lecture de cette situation que vit la République démocratique du Congo sur ce plan-là? Très bien. Alors, avant tout, merci de me recevoir sur votre plateau pour un sujet aussi important et, je dirais, délicat que celui-là. L'investissement étranger, en l'occurrence, à distinguer de l'investissement domestique, qui est très important aussi, et qui, généralement, est suscité et tiré vers le haut par l'investissement étranger. Et donc, on se trouve dans une situation aujourd'hui où il y a un déficit d'investissement étranger, de façon générale, et donc une stagnation de l'investissement domestique. Donc, c'est un peu ce qu'on pourrait dire la double peine, en quelque sorte. Alors, quelles peuvent être les raisons de cet investissement étranger qui peine à venir dans le pays? Il va y avoir des choses négatives à dire, évidemment. Effectivement. Mais il y a aussi des choses positives à dire. Donc, tout ça va s'équilibrer. Vous allez voir que, finalement, je pense que le terreau est prêt pour accueillir l'investissement étranger, mais il manque encore peut-être un peu de fertilisant, en quelque sorte, pour ce terreau. Tout à fait. Allons-y. Alors, quelques points négatifs. Je dirais que le premier, qui me concerne peut-être un peu plus, moi qui suis européen, c'est l'image du pays. Tout à fait. Nous avons, au travers des médias européens ou occidentaux, une image négative de la République démocratique du Congo. Du point de vue européen, lorsque vous êtes en Europe et qu'on vous parle de la RDC, c'est un pays en guerre, tout simplement. C'est un pays en guerre, c'est un pays où il n'y a aucune sécurité. Ce qui n'est pas faux, bien sûr. On est un pays en guerre, ce qui ne veut pas non plus dire qu'on ne peut pas investir dans le pays. Effectivement, vous savez, des pays en guerre, il y en a d'autres, et il y a de l'investissement dans ces pays. Je pense à la Libye, je pense aux pays comme l'Irak qui ont connu des guerres pendant de très nombreuses années, l'Afghanistan, etc. Il y a de l'investissement. Ici, il y a de l'investissement aussi. Mais cet investissement, généralement, vient d'investisseurs de pays qui sont déjà des pays parfois un peu compliqués. Je pense à la Chine. Un peu compliqué, ça veut dire quoi? Alors, un peu compliqué, c'est-à-dire... je corrige un peu, quand je dis un peu compliqué, c'est de mon point de vue d'occidental. Si vous voulez, l'investisseur européen ou occidental va être très regardant sur la conformité, sur la transparence, sur les règles de responsabilité sociétale et environnementale. Alors que des entreprises, des BRICS finalement, indiennes, chinoises, russes, seront beaucoup moins regardantes sur ces critères.
et donc peuvent venir investir plus facilement, ou en tout cas auront moins de recul pour venir investir. Alors que des Européens, des Occidentaux vont dire « Ah oui, mais là, on risque de ne pas être en conformité avec telle règle américaine, avec telle règle, avec telle directive européenne, etc. » Et donc, nous nous exposons à des sanctions. Donc ça, c'est une vraie problématique, mais qui découle de la mauvaise image qui est véhiculée par les médias occidentaux. Image d'un pays en guerre, certes, et finalement, quand vous demandez à un Européen ce qu'il connaît de la République démocratique du Congo, il va vous répondre le Kivu, Goma, avec la guerre, et le M23. Ce qui est terrible comme constat. Alors que j'ai eu la chance de sillonner votre pays de long en large, je n'ai jamais eu aucune difficulté à circuler, y compris à Goma, même si c'était avant la situation actuelle. Donc, entre la réalité et ce qui est véhiculé par les médias, c'est deux choses totalement différentes. Alors, comment corriger cette... Justement, c'est cela la question. Aujourd'hui, le constat, il est celui-là. Comment arriver à corriger cette donne? Alors, malheureusement, ça ne peut pas se corriger en un claquement de doigts. Ce serait beaucoup trop facile. Par contre, créer des narratifs pour expliquer ce qui se passe dans le pays, les opportunités d'investissement, etc. Moi, j'ai régulièrement des économistes qui me disent « Ah, mais tiens, est-ce que on peut accompagner un investisseur dans le secteur minier en RDC ?» Je dis « Évidemment, il y a un ministère des Mines, il y a un cadastre minier, il y a tout ce qu'il faut pour... » Et quand on demande un dossier particulier, dans telle province, quelle est la possibilité d'exploitation de tel minerai. Avec les études géologiques, etc., on ne trouve pas le dossier. Tout à fait. Donc ça, c'est une problématique de communication. On ne trouve pas de dossier, on ne trouve pas les informations nécessaires. Et donc, l'investisseur dit, alors moi, si j'ai pas tous les éléments, je prends pas le risque, je vais ailleurs. Et ça, c'est un simple problème de communication. On a le même souci, en quelque sorte, avec les blocs pétroliers qui sont en vente. Effectivement. On n'arrive pas à avoir le cahier des charges définitif. Bien sûr, non seulement on n'arrive pas à avoir des cahiers des charges, mais il s'avère aujourd'hui que c'est un échec, quasiment. Oui. Alors que ce sont des richesses extraordinaires qui pourraient tirer l'ensemble du pays vers le haut, comme l'ont fait vos voisins angolais, par exemple, et comme le font vos voisins congolais, Brazzaville, de l'autre côté. Donc, tout est là pour le faire, il manque juste de l'organisation et de la communication. L'investisseur, lui, il ne viendra pas mettre le pied à Kinshasa s'il n'a pas un dossier clé en main dans lequel il peut dire oui, j'investis ou non, j'investis pas. Ça, c'est quelque chose qui peut se travailler très facilement. C'est de la communication et vous êtes mieux placé que moi pour savoir de quoi il s'agit. Ça, c'était, je dirais, le premier point. Un deuxième point, c'est le déficit d'infrastructures dans le pays. Tout à fait. D'infrastructures de transport au sens large. Et vous avez pourtant des voies fluviales très importantes dans le pays, que ce soit sur le fleuve Congo, la rivière Kassai et beaucoup d'autres qui sont navigables. Tout à fait. Or, le transport est très mal organisé et est coûteux. Pourquoi? Parce que ce sont généralement des bateaux relativement vétustes qui consomment beaucoup de carburant et donc le coût logistique du transport fluvial impacte le prix de vente d'un produit et donc fait que ce produit n'est plus rentable. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi dissuader l'investisseur. Alors que ce soit transport fluvial, transport routier, les infrastructures existent, les routes, elles existent, elles ont peut-être besoin d'un peu d'entretien ou de réparation, admettons, mais le réseau routier congolais est adapté à une économie d'il y a 30, 40 ou 50 ans et pas d'une économie du 21e siècle. Tout à fait. Avec des flux du 21e siècle et la population congolaise d'aujourd'hui. Donc le réseau routier, il est très bien, mais il n'est plus adapté aux réalités d'aujourd'hui. Donc là aussi, c'est une amélioration à amener.
Il n'y a pas de révolution à faire. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il n'est pas adapté? Ça veut dire qu'il faut en construire d'autres ou améliorer ce qui existe? Il faut améliorer l'existant. Le réseau routier, il est très bien dessiné, mais il n'est pas adapté au flux et à la population d'aujourd'hui. Quand il fallait un camion il y a 30 ans, il en faut peut-être 10 aujourd'hui. Donc l'état de la route ne peut pas être identique, tout simplement. Et donc que se passe-t-il? La plupart du fret aujourd'hui est du fret aérien, ce qui coûte très cher, évidemment. Très cher. Quelqu'un me disait pas plus tard qu'hier qu'une bouteille d'eau qu'on achète 1000 francs congolais à Kinshasa, on l'achète 3000 francs à Kananga, Oui. parce qu'elle arrive par avion. L'eau, c'est très lourd. La transporter par avion, ça coûte très cher. Donc là, c'est un deuxième frein, je dirais, un investissement, c'est le manque d'infrastructures de transport, ou en tout cas des infrastructures de transport qui ne sont pas adaptées aux réalités d'aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième point. Un troisième point, c'est l'esprit d'entreprise chez les jeunes Congolais. Et au-delà de l'esprit d'entreprise, la formation des jeunes Congolais. Les formations sont de très bonne qualité. Moi, j'ai enseigné dans plusieurs universités congolaises. Je peux assurer que la qualité de l'enseignement et la qualité des jeunes diplômés est bonne, quelle que soit sa filière. Par contre, les formations techniques et professionnelles ne sont pas suffisamment mises en valeur. Tout à fait. Et donc, l'entreprise, l'investisseur étranger qui veut venir implanter son entreprise, quel que soit son secteur d'activité, industriel, agricole, peu importe, ne trouve pas de main-d'œuvre suffisamment qualifiée pour son activité. Et donc, soit il doit former lui-même. Soit former, soit importer cette main-d'œuvre, ce qui lui coûtera très cher. Ce qui coûtera très cher et qui ne donnera pas d'emploi aux jeunes Congolais. Et ça, c'est quand même un non-sens. Si on attire de l'investissement, c'est pour créer des emplois. Pour créer de l'emploi avant tout, et puis pour les retombées fiscales et la création de valeur que tout cela va générer. Donc ça, c'est quand même une problématique. L'enseignement professionnel, même s'il existe, mais il faut l'adapter aux réalités de l'économie et des modes de consommation d'aujourd'hui. Je vous donne juste un exemple. Quand vous allez dans les écoles de formation en agriculture, on ne forme pas à l'industrie laitière. Tout à fait. Mais on importe du lait en poudre des Pays-Bas, d'Irlande ou de Belgique. Alors que qui va venir aujourd'hui implanter un élevage laitier s'il n'y a personne qui est capable de savoir comment ça fonctionne et d'y travailler? Vous voyez, ce sont des petites adaptations. Encore une fois, ce n'est pas une révolution qu'il faut mettre en place. Voilà les 3 points, je dirais, les plus négatifs qui font que l'investisseur il regarde à 2 fois avant de venir. Et j'en rajouterai un minime, mais qui est important et qui tente à être corrigé. Je me souviens d'avoir rencontré un chef d'entreprise hollandais il y a une dizaine d'années qui me dit mais au Congo j'y ai été une fois, je n'irai plus jamais. Jamais. Alors je lui dis mais pourquoi? Il dit parce que je suis arrivé à l'aéroport, on m'a réclamé de l'argent, on m'a pillé ce que j'avais amené pour commencer à prospecter. De la tracasserie. De la tracasserie en tout genre. Alors ça c'était il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, moi qui viens depuis un peu plus de 10 ans au Congo, ces tracasseries, je ne les ai pratiquement plus. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire que je devrais aller retrouver ce Hollandais et lui dire « Maintenant, tu peux venir parce que les tracasseries, tu ne les auras plus. » Or, il s'est fait son image et donc il ne reviendra plus, malheureusement. Alors, j'insiste là-dessus parce que ça montre qu'il y a quand même des évolutions positives sur les choses très basiques, finalement. La première image que l'on a en arrivant dans un pays, c'est l'accueil que l'on a à l'aéroport ou en arrivant. Cet accueil aujourd'hui, il est digne du Congo. Il n'était peut-être pas aussi digne il y a quelques années. Voilà. Donc ça, je tenais à le dire. Voilà sur les aspects négatifs et
les premières améliorations. Je pense qu'on va vraiment revenir en détail sur ces aspects négatifs, notamment parce que c'est ça qui fait en sorte que les investisseurs aujourd'hui aient du mal à venir en RDC. On va quand même rester sur le premier point que vous avez relevé ici, notamment en termes de la réglementation. Que pensez-vous aujourd'hui sur le plan réglementaire? Est-ce que la RDC n'est pas assez, on va dire, attractive sur ce plan-là? Alors, je pense que sur le plan réglementaire, depuis l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OHADA, il y a des très gros efforts qui ont été faits. Et d'ailleurs, ça a été un combat, hein, l'adhésion à l'OHADA. Ça s'est fait. Et ça a amené quand même une sécurité juridique et judiciaire relativement importante, qui est appréciée des investisseurs. Donc ça, c'est quelque chose qui, en matière de droit des affaires, fonctionne. Les tribunaux de commerce ont été mis en place, ils fonctionnent bien, la justice commerciale est rendue de façon impartiale. Ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Les cours d'appel également. Et en troisième niveau, c'est une cour commune à Abidjan, justice, la cour commune de justice et d'arbitrage. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je pense que sur cette législation commune, ça a apporté beaucoup de bien au climat des affaires en République démocratique du Congo. Il y a certainement encore des petits efforts à fournir, mais c'est normal dans d'autres États membres de l'OHADA aussi. Donc ça, c'est pas du tout négatif. Mais le problème, c'est que l'OHADA, ce ne sont pas tous les États qui sont membres de l'OHADA. Alors, non seulement tous les États n'en sont pas membres, c'est 17, peut-être bientôt 18 et 19 avec d'autres qui frappent à la porte, comme on dit, mais surtout, ce n'est pas tout le champ juridique. C'est uniquement 11 actes uniformes qui portent sur des sujets bien précis. Par exemple, le code des investissements, il est national, il n'est pas communautaire. Le code minier, le code du numérique, etc., etc. Ceci dit, ces législations, pour la plupart, ont été revues dans les dernières années. Le code du numérique étant le dernier né, je dirais 2023, c'est quand même récent. Et il n'y a que 3 pays en Afrique qui ont un code du numérique. Donc ça, il faut souligner que c'est une avancée assez très importante. J'insiste sur le code du numérique parce que la transition numérique de l'État et de sa population est fondamentale si on veut s'inscrire dans le XXIe siècle et les échanges mondiaux. Donc cette législation, elle était nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, elle constitue un socle qu'il faudra améliorer petit à petit, surtout dans un domaine où les technologies, etc., avancent très vite. Ensuite, vous avez la législation sur l'investissement. Tout à fait. Alors, elle n'est pas mauvaise, la législation sur l'investissement. Il y a juste qu'il faut parfois l'interpréter. Quelle est la jurisprudence sur ces matières? Qu'est-ce qui peut rassurer un investisseur sur ces matières? Tout à fait. Et là, c'est aussi de la communication, en quelque sorte. Et vous avez énormément de services de l'État qui sont là pour le faire. Tout à fait. Je pense à la NAPI, je pense au FPI, je pense à beaucoup d'autres. Ils sont en place, ces structures existent, elles sont pérennes, elles peuvent fonctionner, mais elles manquent de communication. Tout à fait. Et sur ce plan de la législation des investissements, on reproche aujourd'hui à la RDC de n'avoir pas assez de traités bilatéraux d'investissement avec d'autres États. Comparativement à la France ou à l'Allemagne, par exemple, qui a une centaine de traités bilatéraux d'investissement, mais la RDC n'en compte que 7, qui sont en tout cas signés et en vigueur. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une donne assez importante par laquelle la RDC peut davantage attirer des investissements? Alors, oui, ces traités bilatéraux sont importants, mais je pense que vous avez une force sur le continent, ce sont les organisations régionales. Et je pense qu'aujourd'hui, un traité bilatéral d'investissement, il doit se faire entre une organisation régionale et une autre, ou une organisation régionale et un pays hors Afrique, par exemple. Mais plus d'État à État.
cette dimension d'intégration, que ce soit l'intégration juridique avec l'OHADA, l'intégration politique ou l'intégration économique avec d'autres organisations régionales, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument capitaliser. Je pense à la ZLECAf. Par exemple. La ZLECAf réglerait énormément de problèmes si elle fonctionnait au même titre qu'une autre zone de libre-échange, telle que dans l'Union européenne ou ailleurs. La seule difficulté, c'est que mettre 54 ou 55 pays d'accord, alors qu'en Europe, avec 27, on a déjà du mal, je peux comprendre que ça prenne du temps. Et c'est normal. Hein, encore une fois, il faut poser les choses, regarder les choses, essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas, la ZLECAf? Parce que c'est beaucoup de monde à mettre d'accord, et puis c'est des budgets qui sont trop faibles pour la mettre en place. Hein, c'est pas avec quelques centaines de millions de dollars qu'on crée une zone de libre-échange sur 55 pays, avec des cultures très différentes. Hein. Quel est le point commun entre l'Égypte, la RDC et le Botswana? Il n'y en a pratiquement pas. Donc comment mettre tout ça autour de la table et dire allons-y sur tel produit, on va faire comme ça, on va redistribuer comme ça, c'est extrêmement compliqué. Et surtout que les recettes fiscales sont très importantes pour plusieurs États, notamment la RDC. Oui. Ça pose problème. Et là, le problème de la fiscalité reste un problème très régalien. On ne veut pas partager sa fiscalité avec d'autres, et c'est normal. Sinon, il n'y a plus de raison d'être un État souverain. Donc la fiscalité doit absolument rester nationale. Maintenant, dans le cadre de régionalisation, si votre fiscalité est moins avantageuse que le pays voisin, eh bien c'est le pays voisin qui attirera l'investissement. Tout à fait. Un investisseur, alors c'est pas toujours agréable à entendre pour quelqu'un du ministère des Finances, mais l'investisseur, ce qu'il veut, c'est avoir la fiscalité la plus faible possible. Et d'ailleurs, il va faire de l'optimisation fiscale pour payer le moins d'impôts possible. Effectivement. Ça fait partie de sa stratégie qui se confronte à la stratégie de l'État qui, lui, a besoin de cette fiscalité pour financer des infrastructures, par exemple, pour redistribuer, pour faire de la sécurité sociale, pour financer l'enseignement technique, etc. Et donc, on arrive dans un dilemme. Le dilemme, c'est que l'entreprise et l'investisseur ne veut pas payer, mais veut bénéficier. Tout à fait. Et donc là, tant qu'on ne trouve pas des accords avec les investisseurs, et c'est le rôle de l'État de faire de la négociation directe. Alors, vous aviez un très bel exemple, c'est quand on a créé Sycomine. Alors maintenant, il y a une agence dont j'ai oublié le nom qui a repris un petit peu ces négociations des tout gros contrats. Eh bien, cette négociation, elle est, à mon sens, primordiale et devrait être abaissée à un niveau inférieur d'investissement. Pourquoi? Parce que c'est là où on va dire, bon, vous pouvez venir, on va vous faciliter telle et telle chose, mais en contrepartie, la fiscalité, vous ne ferez pas d'optimisation fiscale avec une holding à l'étranger, etc. Voilà, ça c'est des choses qui sont négociables, mais c'est du cas par cas. Alors, là aussi, c'est peut-être un peu idéaliste. Hein, quand on est un pays aussi grand que le vôtre, avec autant de ressources possibles, quand je parle de ressources, pas forcément le sous-sol, de ressources humaines, de ressources en tout genre. C'est pas un investisseur qu'on attend, ce sont des milliers, des dizaines de milliers. Comment faire du cas par cas et négocier, voilà. Donc là, à part, je dirais, un ANAPI renforcé, je pense que c'est compliqué. Mais il faut y réfléchir. Tout à fait. Voilà, ça c'est indéniable, il faut absolument y réfléchir. Alors, professeur, vous avez une expertise, notamment en droit OHADA. Quelle est votre lecture aujourd'hui du cadre juridique des affaires en RDC? Est-ce qu'il est attractif du point de vue de l'investisseur qui regarde cela de l'extérieur? Alors, le cadre juridique OHADA en RDC est tout aussi attractif qu'au Sénégal, au Mali ou aux Comores. C'est le même. Donc, l'investisseur est confronté aux mêmes règles qu'il soit ici ou dans un autre pays de la zone. Donc ça, c'est quelque chose d'à la fois positif et de rassurant pour l'investisseur. C'est pas là que ça va bloquer. Si ça bloquait là, il n'y aurait
pas d'investisseurs dans les autres États membres de l'OADA non plus. Donc le problème ne vient pas de la législation communautaire, à mon sens, ne vient pas de la législation nationale non plus, parce que elle a été modernisée et elle est relativement claire. Elle vient des autres facteurs que nous avons évoqués, la mauvaise image et les infrastructures non adaptées. Et éventuellement, mais dans une moindre mesure, peut-être la main-d'œuvre qualifiée. Mais sur le plan juridique, la sécurité juridique en matière des affaires, elle est là. La sécurité judiciaire aussi. Peut-être le point sur lequel on pourrait apporter, je dirais, des actions correctives, parce que les choses se font déjà, c'est sur les modes alternatifs de règlement des différends, l'arbitrage et la médiation qu'il faudrait rendre plus accessibles et les faire connaître mieux aux acteurs économiques. Voilà. Et le faire connaître mieux aux acteurs économiques, ça c'est en tout cas sur le point, sur le plan du cadre législatif. Et du point de vue européen, est-ce que la Chine, qui aujourd'hui a une mainmise assez importante sur l'économie de la RDC, est-ce que comment vous le percevez en Europe? Est-ce que comme une menace ou un concurrent qu'il faudrait aller concurrencer de manière loyale sur le terrain? Alors c'est une question délicate parce que il y a mon point de vue et il y a le point de vue des autorités européennes. Du point de vue des autorités européennes, quand je dis autorité, c'est l'Union européenne et les États européens. La Chine est perçue comme une menace. Alors, pas au même degré d'un pays européen à l'autre, mais est quand même perçue comme une menace. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui s'est développé à une vitesse extrêmement rapide. Il y a 30 ans, la Chine était un pays pauvre. Aujourd'hui, c'est probablement la première puissance mondiale. En 30 ans. Comme quoi on peut le faire. Tout à fait. Mais à quel prix l'ont-ils fait? Et ça, c'est encore un point de vue européen, avec le corpus de valeurs européens qu'on ne partage pas forcément avec les Chinois. Et c'est pas normal parce que les Chinois n'ont pas respecté les droits de l'homme, etc. Ils ont le droit des travailleurs. Mais c'est le résultat qui compte finalement. Tout à fait. Et le résultat, c'est que ce pays aujourd'hui est la première puissance du monde. Tout à fait. Donc, le point de vue des Européens, la Chine est une menace parce qu'ils sont devenus très puissants. Et puis, c'est 1,5 milliard de consommateurs. Donc, il faut aussi comparer ce qui est comparable. L'Union européenne, c'est à peine 500 millions de consommateurs. Le Congo, c'est pratiquement 100 millions de consommateurs. Et la Chine, c'est 1,5 milliard. Mais forcément, ils sont 3 fois plus puissants que les Européens, en simplifiant les choses. Tout à fait. Ils sont 4 fois plus puissants que les États-Unis aujourd'hui, en termes de consommateurs. Donc forcément, ça fait peur. Ça fait peur aux Européens, ça fait peur aux Occidentaux. Par contre, pour nourrir le 1,5 milliard d'habitants, mais ils ont besoin d'investir à l'étranger. Absolument. Tout à fait. Que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs en Asie ou en Europe ou que sais-je. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des besoins énormes. Ils ont des besoins en métaux rares, en cuivre. Sans cuivre, il n'y a pas d'électricité. Et le cuivre, il faut venir le chercher ici. Tout à fait. Et ils ont besoin de produits alimentaires, etc., de matières premières. Ils ont une industrie textile. S'il n'y a pas de coton, il n'y a pas de textile. Ou alors on fait du synthétique. Mais pour du synthétique, il faut du pétrole. Et il faut qu'ils aillent le chercher quelque part. Donc, forcément, vu leur puissance et leur dimension, mais on va les retrouver partout et à une grande échelle. Alors que si on comparait, j'invente et c'est un peu trivial, mais avec la Belgique, qui est toute petite avec ses 12 millions d'habitants, mais évidemment, on va trouver moins de Belges que de Chinois. C'est mathématique. Donc, voilà, l'Européen et l'Occidental, de façon générale, a peur des Chinois. Moi, j'en ai pas peur. Moi, j'estime que il faut être admiratif devant ce qu'ils ont réussi à faire. Il faut, comme on dit en Europe, rendre à César ce qui appartient à César. Ce qu'ils ont réussi à faire est extraordinaire, il faut le souligner. Par contre, mais oui, pour nourrir leur population et faire vivre leur population et leur donner un cadre de vie acceptable,
ils vont être très offensifs dans leurs investissements à l'étranger. Tout à fait. Mais c'est normal. Est-ce qu'on peut se permettre de le critiquer? Non. Mais on peut essayer de s'en prémunir et de négocier, comme ça a été fait avec Sicomine, par exemple, ici. Tout à fait. Ça veut dire qu'on peut très bien s'entendre avec les Chinois et faire du gagnant-gagnant pour tout le monde. Exactement. Voilà. C'est la même chose avec les Européens, finalement. Sauf que c'est... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même cette donne pragmatisme qui manque aux Européens, qui sont en quelque sorte dans les carcans de leurs propres normes? Oui, les Européens sont... comment je pourrais vous dire ça en restant politiquement correct avec les miens? En fait, les Européens sont trop attachés à leurs valeurs, qui sont des valeurs qui sont tout à fait louables et très bien, hein, très humanistes, etc. C'est très bien. Mais c'est pas parce que ces valeurs qui datent un peu de la philosophie des Lumières, etc., qui ont forgé l'identité européenne aujourd'hui, ce n'est pas parce que ce sont les valeurs des Européens qu'elles doivent être transposées forcément en l'état ailleurs. Et le problème de l'Européen, c'est celui-là. Je veux bien investir en Amérique du Sud, pour pouvoir prendre l'exemple de la RDC, à condition qu'ils respectent telle norme, telle problématique de droits de l'homme, etc., etc. Mais peut-être qu'en Amérique du Sud, ça ne les intéresse pas, ces sujets-là. Je vous donne un exemple, alors pas sur les valeurs, mais sur les normes européennes. On a depuis peu une directive européenne déforestation, où tous les produits qui sont issus d'une zone qui a été l'objet de déforestation sont interdits d'entrer sur le territoire européen. Mais on a fait de la déforestation partout. Où reste-t-il de la forêt primaire, à part au Brésil et au Congo? Les 3/4 de la forêt congolaise aujourd'hui n'est plus de la forêt primaire, donc il y a eu déforestation dessus. Donc finalement, on va empêcher, alors évidemment, ces déforestations après une certaine date, etc., je caricature un peu les choses, mais sur cette valeur où il faut lutter contre le réchauffement climatique parce que c'est le bien de l'humanité, etc., eh bien, on va empêcher des populations de vivre de leur travail. Et ça, je trouve que c'est inacceptable et c'est contraire d'ailleurs aux propres valeurs défendues par les Européens. Et que va-t-il se passer? Eh bien, ces produits qu'on ne pourra plus exporter dans l'Union européenne, eh bien, on va les exporter en Chine, tout simplement. Et donc, les Chinois ne posent aucune condition. Et non. Voilà. Voilà, ça fait partie du jeu des échanges mondiaux. Mais je pense que les Européens sont trop attachés à des valeurs qui sont les leurs et qu'ils veulent imposer ailleurs. Et ça, à mon sens, ce n'est pas bon. Et ça n'a jamais été bon. Vous êtes mieux placé ici en Afrique pour le savoir que moi. Tout à fait. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas compris en Europe que ce n'était pas bon. On n'a toujours pas compris. On pense qu'avec les dynamismes actuels qui se mettent en place, ils vont peut-être comprendre. Alors, la RDC, lorsqu'on parle des investissements, c'est d'abord, et en premier temps, on voit le secteur minier, au-delà du secteur agricole qui a un potentiel assez important, mais le secteur minier tout d'abord. Quels peuvent être les mécanismes ou les stratégies que les autorités congolaises doivent mettre en place pour capitaliser de ce secteur et faire en sorte qu'il soit vraiment un levier important de création de richesses qui profite à l'ensemble de la population? Alors, je pense qu'il y a déjà des choses qui ont été faites. Et je pense à la loi sur la sous-traitance, qui, même si elle est parfois contournée, mais qui impose quand même que les sous-traitants soient des entreprises congolaises. Ça, c'est déjà, je dirais, quelque chose qu'il faut absolument souligner. C'est un point très positif. Tout à fait. Ensuite, la problématique du secteur minier, c'est que ça demande des investissements colossaux. Si on trouve un nouveau gisement ici tout près, c'est tout de suite 300, 400, 500 millions d'investissements minimum. Qui est capable de supporter de tels investissements? Ça ne peut être que des investisseurs étrangers. Ou en co-entreprise, comme ça se fait avec la Gécamine ou que sais-je. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui limite
le nombre d'investisseurs potentiels. Ensuite, ces investisseurs potentiels, encore une fois, ils vont être soumis à des réglementations de transparence financière, etc. Et ça se fait ici. Je voyais que la Banque centrale a fait un mémo là-dessus il y a quelques jours. Donc, c'est pris en compte, évidemment. Mais là aussi, certaines entreprises vont être frileuses de venir ici. Et ça, c'est pas dû à la RDC, c'est dû à leur politique, à eux, dans leur pays. Ça, c'est un des freins. Après, je pense que, et c'est ce que je constate en rencontrant des entreprises du secteur minier, c'est que elles veulent que les études géologiques soient faites, validées, certifiées, et à partir de là, ils prennent une décision. Tout à fait. On va se déplacer ou pas. Tout à fait. Or, Parce que aujourd'hui, on ne leur demande pas. Il n'en existe même pas. Quand l'investisseur vient, c'est lui-même qui doit faire les études pour découvrir. Et lui, pour une raison de limitation de ses coûts aussi, parce qu'il a des actionnaires qui veulent du dividende, et donc tout ce qu'on peut réduire comme coût, on le fait. Et donc il dit, ben moi, les études géologiques, si elles ne sont pas faites, je ne viens pas. Voilà. Donc là, alors, c'est un coût, évidemment. Mais je pense que ça, c'est un investissement que doit faire l'État. Tout à fait. De cartographier, c'est déjà fait, le sous-sol congolais est cartographié. Mais c'est une cartographie qui date quand même de l'époque coloniale. Voilà, il faut la mettre à jour et refaire les études géologiques en bonne et due forme, les faire certifier par un cabinet agréé, comme on en trouve la plupart en Australie ou en Afrique du Sud, mais que ce soit bien certifié. Et à partir de là, les investisseurs vont venir parce qu'ils auront une sécurité. Aujourd'hui, ils viennent, je dois faire des études, oui, mais s'il n'y a rien, ils ont payé les études pour rien. Là, au moins, ils sauront s'il y a quelque chose et diront on y va, on n'y va pas. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, devrait être réfléchi pour une éventuelle mise en place. Et puis, il y a aussi la diversification dans le secteur minier. Quand je dis diversification, c'est la transformation. Tout à fait. Toute la chaîne. Toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on prend du minerai de cuivre, on fait des lingots, et puis les lingots s'en vont. Donc c'est une transformation en produit semi-fini. Tout à fait. On va envoyer le lingot en Chine et on va acheter du fil électrique aux Chinois. Alors qu'on pourrait mettre une tréfilerie au Congo pour faire du fil électrique. Et ça, c'est des choses à négocier, à mon sens, dans les grands contrats. Donc c'est comme si c'était une décision d'une juridiction, sauf qu'elle est privée. Tout à fait. Mais ça va beaucoup plus vite que la justice classique et le coût généralement est moindre, à condition de ne pas aller devant la cour de la Chambre de commerce internationale à Paris ou faire un arbitrage à Genève ou à New York, alors qu'on peut le faire ici. Rien n'empêche de créer un tribunal arbitral ad hoc ici en République démocratique du Congo. Pour l'ensemble du pays, vous n'avez que 3 structures qui font de l'arbitrage. Celle de la FEC, il y a le CERAD et le 3e qui m'échappe. C'est pas suffisant. Quand vous parlez d'arbitrage à Kisangani, personne ne sait de quoi il s'agit. Parce que les 3 centres d'arbitrage sont ici. Ça, c'est un problème. Et ça, c'est pour l'arbitrage. Mais il y a encore mieux que l'arbitrage, c'est la médiation commerciale. Là, on peut faire ça en quelques jours. On trouve un médiateur. Ce médiateur n'a pas besoin d'être agréé nulle part. Il n'a pas besoin d'être juriste. Il est juste là pour essayer que les 2 parties en conflit puissent se comprendre. Tout simplement. Ça ne coûte pas très cher. C'est très rapide. Et la décision qu'on a prise ensemble, eh bien, on la met en œuvre ensemble. Il n'y a pas besoin de passer par une juridiction, etc. Encore que ça peut se faire dans certains cas, mais globalement, c'est très simple, ça va très vite. Et malheureusement, on ne le fait pas suffisamment souvent. Alors, moi, j'impose, quand on me sollicite pour vérifier des contrats, des statuts, des choses comme ça, j'impose à ce que ce soit écrit dans les statuts d'une entreprise que dès qu'il y aura conflit, c'est d'abord la médiation. Tout à fait. Voilà. Il faudrait le généraliser. Et ça pourrait être, c'est le législateur qui pourrait le faire, dire que
l'accès aux juridictions commerciales n'est accessible qu'après une phase de médiation, par exemple. Voilà, donc pour les mesures que vous préconisez sur le plan du règlement des contentieux. Alors, pour attirer davantage les investisseurs en RDC et rendre l'environnement congolais beaucoup plus attrayant, est-ce que l'État ne devrait pas aussi envisager des mesures fiscales attrayantes? Ah, alors ça, c'est une question qui est toujours assez délicate parce que généralement, on donne des avantages fiscaux aux investisseurs. C'est des politiques qui sont un peu répandues dans l'ensemble du monde, mais ne durent qu'un temps, évidemment, et fort heureusement. Hein. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas trop d'incitation fiscale. Il en faut, mais la fiscalité, c'est ce qui fait vivre l'État. Hein. Donc, moi, je préfère qu'on demande aux entreprises un impôt sur les sociétés de 30% plutôt que de 25%, ou peu importe le taux, mais d'avoir une vraie redistribution derrière, avoir une fonction publique opérationnelle, etc. Donc je pense que la fiscalité ne fait pas peur aux entreprises. Évidemment, ils ont envie de payer le moins possible, mais la fiscalité ne leur fait pas peur parce qu'ils savent que si la fiscalité est utilisée à bon escient, ça leur sera favorable. Si la fiscalité finance des infrastructures, ben, l'investisseur, il aura une route ou un port, etc., qu'il va utiliser et ça va lui permettre d'être plus compétitif. Donc, finalement, sa fiscalité, c'est comme s'il la réinvestissait en quelque sorte, mais de façon indirecte dans son activité. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la fiscalité. Maintenant, il faut rester raisonnable. Il ne faut pas que l'ensemble du bénéfice de l'entreprise parte en fiscalité. Voilà. Tout à fait. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Après, je constate que beaucoup de règles fiscales sont parfois contournées partout, pas qu'ici, et notamment la fiscalité indirecte. Je pense aux droits de douane. On triche un petit peu pendant les périodes de transit, etc. Et puis finalement, on paye que la moitié de ce qu'on devait payer. Ça, c'est un problème. L'État perd de l'argent et donc ne peut pas financer l'infrastructure. Donc, tous les opérateurs économiques qui trichent, en quelque sorte, font du tort au pays et font du tort au climat des affaires, tout simplement. Tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc cette lutte contre cette forme de délinquance économique, je ne vais pas dire délinquance financière, mais délinquance économique, elle est fondamentale parce que c'est aussi ça le climat des affaires et c'est cette lutte qui pourrait permettre une fiscalité convenable pour tous et redistribuable. Alors, professeur Stéphane Mortier, nous sommes en train de chuter complètement avec cette émission. Pour terminer, je vais vous demander, en termes de recommandations, 3 seulement, pour justement les décideurs congolais qui nous regardent en ce moment. Quelles sont vos 3 recommandations pour que les investissements étrangers puissent davantage venir en RDC et que l'investisseur étranger qui regarde le Congo de l'extérieur puisse avoir envie finalement de venir investir dans ce pays? Alors les 3 recommandations pourraient être réunies en une seule. C'est communiquer. Communiquer sur 3 choses. Communiquer sur les législations en vigueur ici et qui sont favorables à l'investissement. Communiquer sur les dispositifs d'accompagnement qui existent et communiquer sur la volonté de l'État de mettre l'accent sur les modes alternatifs de règlement des différends. Si on fait ces 3 choses-là, ça donne une image positive, une sécurité juridique, judiciaire. L'investisseur, c'est ça qu'il cherche. C'est tout ce que l'investisseur cherche et il viendra, on l'espère. Merci beaucoup, professeur Stéphane Mortier, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, mais aussi et surtout secrétaire général de l'Institut africain de la réflexion stratégique. Merci une fois de plus. Mais avant de nous quitter complètement, dans les cadres de l'Institut africain de la réflexion stratégique, vous organisez
d'ici, je crois, septembre, la 4e édition, je crois, du débat africain de l'intelligence économique. Parlez-nous-en un peu. Ben oui, effectivement, nous avons choisi pour la 2e fois à Kinshasa pour organiser le débat africain de l'intelligence économique. Alors c'est quelque chose qui peut faire peur, l'intelligence économique, mais il faut rassurer tout de suite, ce n'est simplement que une maîtrise de l'environnement informationnel des activités économiques qui permet d'anticiper les risques, qui permet de maîtriser son environnement et donc de faire de l'investissement qui tient la route et qui permet d'être compétitif. Et donc ce débat sera consacré au secteur minier que l'on a évoqué au cours de l'entretien, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de ce secteur, au-delà des aspects que l'on connaît, que ce soit juridique ou autre, mais il y a énormément d'aspects stratégiques pour l'État congolais, que ce soit en matière d'infrastructure, que ce soit en matière de responsabilité sociétale des entreprises, de transparence financière, etc. Et ce sont ces enjeux qui sont stratégiques aujourd'hui que l'on abordera lors de ce débat fin septembre 2025. 25, 26, je crois, et 27 C'est 3 jours, effectivement, c'est bien ça. 3 jours à Kinshasa. Et je rappelle que la 3e édition a été ici, toujours à Kinshasa. Et donc, Kinshasa qui va abriter également cette édition de septembre. Il y aura une autre qui sera au Maroc. Effectivement, dans la foulée de l'édition de Kinshasa, il y aura une édition au Maroc, à Darla, dans le sud marocain, sur un sujet qui est assez particulier. On l'a appelé terre et mer, parce que c'est une ville qui a une façade maritime, mais qui est dans le désert aussi. Et comment développer une ville au milieu du désert grâce à sa façade maritime, mais sans oublier l'intérieur des terres. Quels sont les enjeux de développement d'une ville dans un contexte assez particulier, qui est celui du sud marocain. Tout à fait. Et on est certain que nous aurons des intervenants congolais, probablement qui connaissent très bien les problématiques portuaires à Banana ou autres, qui seront d'un grand secours pour nous éclairer sur le sujet au Maroc. Merci beaucoup, professeur Stéphane Mortier, une fois de plus, d'être venu à Ecofin Télévision. Merci. Merci à vous aussi d'avoir regardé ces grands entretiens. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau grand entretien sur votre chaîne.